Bonjour, 19e siècle, Senancour, biographie, sa vie, 1770-1846, un inadapté. Au cours d'une longue existence généralement solitaire, Étienne Pivert de Senancour ne connut ni la gloire ni le bonheur. Riche d'aspiration et de sensibilité, il se montre dès l'adolescence profondément inadapté à la vie sociale. Au terme de ses humanités, ne pouvant se résoudre ni à entrer au séminaire selon le désir de son père, car elle est acquis aux idées des philosophes, ni à embrasser une autre carrière, il passe en Suisse, 1789. Il fallut commencer, pour la vie peut-être, ce que tant de gens qui n'ont en eux aucune autre chose, appellent un état. Je n'en trouvai point qui ne fût étranger à ma nature, au contraire à ma pensée. Je vis qu'il n'y avait point d'accord entre moi et la société, ni entre mes besoins et les choses qu'elles a faites. Obermann. Il se marie à Fribourg en 1790, mais son union n'est pas heureuse. Elle aboutira à une séparation définitive en 1802. Rentré en France après le 9 Thermidor, il y connaît la détresse d'un amour malheureux. Bientôt aggravé par des difficultés financières, il devient précepteur, puis publiciste pour gagner sa vie. L'homme de lettres. Les rêveries sur la nature primitive de l'homme, 1799, révèlent en son encours un disciple de Rousseau, mais un disciple pessimiste et désabusé. En 1804, l'ouvrage qui devait immortaliser son nom, Obermann, passe tout à fait inaperçu. C'est en 1833 seulement, lors d'une réédition, que Sainte-Beuve en signalera l'intérêt. Viennent ensuite de nombreux livres et opuscules d'inspiration poétique ou philosophique, en particulier des observations sur le génie du christianisme, publié en 1816, où Senancour tente de réfuter la thèse de Chateaubriand, antichrétien mais spiritualiste. Il est attiré par les idées illuministes. Confère page 305-2. L'amitié de Thiers lui vaut une pension qui assure la sécurité de ses dernières années. Enfin, peu connu jusqu'au bout, il meurt en 1846. Obermann. Le journal intime. Cet être si réservé, si discret, c'est pourtant confié au lecteur dans une œuvre autobiographique, Obermann. La confidence psychologique ne fait pas de doute, mais on a hésité davantage à voir dans ce livre un journal de la vie même de Senancour, de 1789 à 1803. Sainte-Beuve l'avait pressenti, mais l'auteur, soucieux de garder secret des détails qu'il avait soigneusement transposés, protesta contre l'assimilation entre son héros et lui-même. Après des études décisives, celle de M. Mongelot en particulier, le doute n'est plus possible aujourd'hui. Le mal d'Obermann. Mais c'est surtout la confidence psychologique qui retient l'attention, l'état d'âme d'Obermann, autrement dit de Senancour. C'est une forme originale du mal du siècle, la plus profonde sans doute et la moins guérissable. En lisant les lettres d'Obermann, nous sommes frappés, puis pénétrés par un ennui, une lassitude, un découragement indicible, que la qualité lyrique de l'expression rend, pour ainsi dire, contagieux. Ce malaise essentiel, lié au fait même d'exister, négation spontanée de la joie de vivre, est d'origine métaphysique. Il vient de l'âme bien plus que du cœur. Obermann est assoiffé d'absolu, d'éternité. Comme il reste résolument hostile au christianisme, il en est réduit à chercher dans le symbolisme pythagoricien du nombre ou les visions de Swedenborg un apaisement à son inquiétude. Il aboutit finalement non pas à la paix et à la sérénité, mais par la pratique de la résignation à une forme de sagesse désabusée. Lettre 18. Obermann nous révèle dans toute son ampleur et analyse de la façon la plus pénétrante le mal dont il souffre. Cette incurable tristesse, chez un sans motif apparent, a une cause profonde. La présence d'aspiration illimitée chez un être qui ressent cruellement ses limites et qui n'est pas soutenu par une foi religieuse. On songe à l'homme tel que le peindra Lamartine, borné dans sa nature, infini dans ses vœux. Ce qui rend si pénétrant l'accent de Sénancour, c'est pour une large part l'absence de toute emphase, la sincérité absolue. Il connaît sans doute l'amère volupté de la mélancolie, mais il ne nous donne jamais l'impression de se complaire à son mal ou de s'en parer.